Tu savais qu'Écran Large avait un podcast? Oui, tous les médias ciné en ont un, mais celui-là, il est meilleur et c'est moi qui le dis. Ça s'appelle La Réu d'Écran Large et on y débat comme à notre habitude de plein de sujets, que ce soit l'état du box-office en 2023, la carrière de Ryan Gosling, les films de requins ou encore le Conjuringverse. C'est dispo sur toutes les applis d'écoute, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui j'avais envie d'une vidéo où on va parler de théorie et d'analyse de scénario. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je cogite sur les productions de Disney+, et en particulier sur ces gros morceaux, les séries labellisées Star Wars et Marvel. Et la raison est simple, à chaque saison et malgré mon éternel optimisme, j'ai l'impression de perdre un peu plus de ma joie de vivre. Et pourtant, comme vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, je suis le plus gros Star Warzouz d'Écran Large. Et oui, je défends même pas mal de choses dans Obi-Wan Kenobi, et je l'assume, vous pouvez me jeter la première pierre. Pour ce qui est de Marvel, j'ai grandi avec le MCU, j'étais un ado au moment où les premiers Avengers sont sortis et j'étais justement curieux de voir comment le format sériel pouvait profiter à la franchise, même si elle n'a cessé de me décevoir depuis quelques années. Bon, pour être transparent, tout n'est clairement pas à mettre dans le même panier, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais tout de suite un disclaimer. Il y a pas mal de séries Disney+ que j'apprécie, voire que j'aime beaucoup, à commencer par The Mandalorian et Andor, et du côté de Marvel, je trouve WandaVision franchement intéressante. Mais même ces cas sont loin d'être exempts de défauts, et plus j'y pense, plus je perçois un problème majeur dans la stratégie de Disney+, qui m'a éclaté aux yeux avec Secret Invasion et Ahsoka. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur notre partenaire du jour. Si l'âge d'or du cinéma de Hong Kong vous manque, comme à moi, il y a toujours quelques artistes qui essaient d'en faire perdurer l'héritage. Et parmi eux, il y a l'indécrottable Donnie Yen. Si maintenant vous avez l'habitude de voir ce génial artiste martial dans les prods américaines comme John Wick 4, il reste l'une des plus grandes stars asiatiques et passe même parfois derrière la caméra. C'est le cas avec Sakra, la légende des demi-dieux, dont on est très content d'être partenaire et qui est sorti en DVD, Blu-ray et VOD chez M6 Vidéo depuis le 20 septembre. Le film est adapté du célèbre roman Demi-dieu et semi-démon de Jin Yong et permet à Donnie Yen de s'offrir un pur blockbuster en costume épique. Il y incarne Kiao Feng, un chef de clan qui se retrouve accusé à tort d'un meurtre au moment où ses origines sont remises en question. Bien décidé à comprendre ce qui se passe et à se venger au passage, le héros se retrouve embarqué dans un complot, mais aussi dans une histoire où le romantisme se mêle à de la grosse baston. En bref, on est dans du pur Hong Kong à l'ancienne avec sa volonté de spectacle total qui passe par toutes les émotions. Donnie Yen cherche avant tout à rendre un hommage vibrant au Yuxiapian, le film de sabre chinois. Et ce qui est beau, c'est qu'il convoque ses classiques comme le cinéma de Shang-Chi, tout en assumant une modernité du montage et du concept. Cette fois, les artistes martiaux ont aussi des pouvoirs magiques et les CGI se mêlent plutôt bien aux réelles prouesses martiales des acteurs. Bon, comme souvent avec ce cinéma, faut accepter certains trucs, comme le fait que Donnie Yen nous fasse croire sous sa tonne de maquillage qu'il a 40 ans alors qu'il approche des 60, mais c'est ça aussi le pouvoir d'un film comme Sakra, sa foi inébranlable dans le pouvoir d'immersion du cinéma hongkongais et de ses expérimentations. Ça donne ici quelques beaux morceaux de bravoure, comme une scène de bagarre à un contre-sang autour d'une table qui fait joyeusement plaisir. On pourrait même dire qu'il y a une forme de frustration nostalgique dans Sakra qui s'efforce de réveiller un temps perdu. En tout cas, la capsule temporelle vaut le détour et pour rappel, c'est dispo en Blu-ray, DVD et VOD. Vous pourrez me dire que les séries Star Wars et Marvel souffrent de la surexploitation des franchises, de l'expansion permanente et saoulante des univers étendus, ou encore de la nécessité de créer des séries à grand spectacle bourrées d'effets visuels, osons dire, fluctuants. Les veines, les petites veines. Mais en réalité, le vrai problème des séries Disney+, c'est qu'elles peinent à s'articuler comme des séries. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà pointé du doigt le souci en affirmant que la plupart des récits qu'on nous présente pourraient se contenter d'être des films. Et c'est vrai, mais ça ne dépend pas vraiment de la valeur du scénario et des événements présentés, mais purement et simplement de structure narrative. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je préviens tout de suite, oui, il y aura des spoilers. D'ailleurs, si je m'attarde sur le cas de Disney+, c'est qu'il est selon moi l'exemple le plus évident et extrême d'un problème qui, en fait, concerne toutes les plateformes de streaming. Face au succès de Netflix et de la course à la SVOD, la question des formats sériels et des modes de consommation a été bouleversée. Ça a permis d'expérimenter de nouvelles formes et d'être moins dépendant de la rigidité supposée des grilles de programme de la télévision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Stranger Things se permet des épisodes de 2 heures par exemple, ou que Netflix privilégie la sortie d'une saison d'une traite pour inciter au binge-watching.
Forcément, si on veut finir un épisode sur un gros cliffhanger, ça a moins de force si le spectateur peut enchaîner avec l'épisode suivant que s'il est obligé d'attendre une semaine en se rongeant les ongles. Malheureusement, c'est là que je vais jouer les vieux cons, mais j'ai la sensation que la SVOD n'a pas vraiment réussi à renouveler l'écriture des séries. La façon de les voir et de les consommer, ça oui, bien sûr, mais pas de les penser. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est peut-être encore dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et c'est définitivement une expression de vieux con. Ce que je veux dire, c'est que la rigidité des séries et de leur format n'en est pas forcément une, et que si elle contraint à la rigueur, la créativité y trouve souvent son compte. C'est loin de signifier qu'il y a un schéma trop cadenassé à suivre, ou même que l'ambition du récit doit être amoindrie. Après tout, ça fait plus de 20 ans qu'HBO nous prouve le contraire. Et de cette réflexion, j'en arrive au paradoxe des séries Disney+. À vouloir absolument échapper à un modèle sériel traditionnelle, elles peinent à se trouver une identité propre et reviennent au final à une structure ultra rigide, vite répétitive et mal dégrossie. Et ce n'est pas aidé par le fait qu'elles appartiennent à des franchises très installées dont elles deviennent une extension pas toujours très claire. La plupart des séries Marvel comme Moon Knight, Miss Marvel, Hawkeye, She-Hulk et d'une certaine façon Falcon et le Soldat de l'Hiver servent à introduire de nouvelles origin stories, ou du moins de nouvelles identités de super-héros qui serviront pour d'autres projets plus tard. Donc est-ce que ce sont des mini-séries? Bah c'est pas forcément très affirmé, et Marvel est très embêté de caler ses apartés au milieu de ses phases. Sauf qu'une série bien construite, ça fonctionne sur le principe des poupées gigognes, ce qui implique de savoir dans quelle direction va la série au global. Pour ça, il faut revenir à la fameuse structure narrative en 3 actes, dont de nombreux dramaturges et scénaristes ont prouvé la viabilité. Vous avez un acte 1 qui sert à poser les enjeux et la source du conflit, un acte 2 où se jouent la plupart des péripéties et qui se conclut la plupart du temps sur une grosse défaite qui pousse le personnage principal à une forme d'évolution. Une fois cette évolution faite, il peut passer à l'acte 3 et résoudre le conflit. Vous pourrez me dire que cette structure est beaucoup trop schématique et réductrice, mais l'important, c'est sa versatilité. L'idée n'est pas de bêtement calquer ce modèle, mais de l'appréhender comme un outil qui aide à façonner l'intérêt du spectateur pour l'univers qu'on lui présente et surtout pour le protagoniste qui évolue en son sein. Dans le cadre d'une série, c'est primordial parce que cette structure en 3 actes, il faut l'appliquer sur une saison, mais aussi sur chaque épisode. Chaque chapitre doit avoir ses propres enjeux et ses résolutions, qu'elles soient positives ou négatives pour les personnages. C'est ça qui donne le sentiment de satisfaction et qui donne envie de voir la suite. Au-delà des 3 actes, il est même essentiel de rajouter une courbe qui définit le niveau de réussite ou d'échec du protagoniste. En gros, vous avez votre situation initiale, votre personnage est à la cool, à la fraîche, et puis il y a un élément perturbateur qui oblige votre héros à un choix. Souvent, à la fin de l'acte 1, le personnage est en difficulté par rapport à ce qu'il doit affronter. Quand on arrive à l'acte 2, on peut très simplement le couper en 2 parties égales. Le héros progresse dans son objectif jusqu'à faire face à un obstacle infranchissable. À ce moment-là, on entre dans la seconde partie de l'acte 2 où le personnage subit un gros revers. Ça crée une situation de crise qui l'oblige à affronter ses peurs, son passé, ses erreurs ou que sais-je, et donc à évoluer. Et parce qu'il a fait ce voyage intérieur, il peut en arriver à l'acte 3, remplir son objectif et reprendre sa vie en ayant été transformé par l'expérience. Ce qui est intéressant à noter, c'est les pivots sur cette courbe, qui correspondent aux 3 nœuds dramatiques essentiels d'une histoire, ce que les anglo-saxons appellent un plot point. Vous avez celui à la fin de l'acte 1, qui est généralement le moment où votre personnage accepte son départ à l'aventure. Vous avez ensuite celui au milieu de l'acte 2, qu'on appelle le midpoint, et qui bouleverse les rapports de force. Et enfin, le low point, le moment où le héros est au plus bas, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être surnommé le moment « all is lost », tout est perdu. Mais bien sûr, il trouve le moyen de se relever, d'évoluer et donc d'accéder à l'acte 3. Bon, maintenant ça, c'est posé, mais vous comprenez bien que ça reste un squelette et qu'il faut enrober tout ça pour que ses articulations ne soient pas trop visibles ou ne semblent forcées. Et c'est là le problème majeur des séries Disney+. Comme elles sont connectées à d'autres pans de leur univers respectif, l'enjeu principal reste d'amener les personnages dans un nouveau statu quo, où la destination compte plus que le voyage. Il faut que Falcon devienne le nouveau Captain America, il faut qu'Hawkeye passe le flambeau à Kate Bishop, et il faut qu'Obi-Wan affronte de nouveau Dark Vador et refasse les mêmes de la revanche des Sith sous peine de voir les fans exploser. Hello there. L'écriture est prise à rebours et comme les showrunners et scénaristes partent de la fin, ils se contentent de combler péniblement les trous entre chaque pivot narratif. Chaque épisode se retrouve avec une fonction bête et méchante sans résolution qui leur est propre, d'où l'ennui qu'on ressent et qui en vient à répéter des formules chiantes et creuses. Et c'est de là que j'ai diagnostiqué 3 problèmes récurrents des séries Disney+. Le premier, c'est la gestion assez catastrophique du premier plot point, et même plus généralement, le démarrage des séries. Vous l'avez sans doute remarqué, mais contrairement aux séries Netflix, les séries Disney+ optent pour une diffusion hebdomadaire, pour que la hype s'étende sur plusieurs semaines. Donc autant dire que votre spectateur, vous avez intérêt à l'accrocher si vous voulez qu'il reste. Et là, il y a un aveu d'échec assez
évident, et c'est lorsque Disney+ commence une de ses séries avec la diffusion de plusieurs épisodes d'une traite. C'est arrivé pour WandaVision, pour Obi-Wan, pour Andor et maintenant pour Ahsoka, qui ont démarré avec 2 voire 3 épisodes d'un coup. Bien évidemment, c'est dû au fait que le pilote, le premier épisode, peut sembler insuffisant pour lancer le récit, alors qu'il n'y a rien de plus fondamental. Et souvent, c'est parce que le premier plot point est bizarrement retardé, ou que sa place n'est pas très claire dans le récit. Ahsoka est non seulement l'un des cas qui a motivé cette vidéo, mais c'est un bon exemple. Le pilote veut tellement reposer les acquis des séries animées qu'il en oublie son véritable sujet, qui d'ailleurs pose un problème plus large sur sa nature de spin-off. Ahsoka n'est pas vraiment une série sur Ahsoka Tano, mais plus sur sa reconstruction en tant que Jedi grâce au duo qu'elle forme avec son apprentie Sabine. Donc le plot point inaugural de la série, c'est qu'après avoir refusé de la prendre sous son aile, Ahsoka part finalement à l'aventure avec Sabine pour aller chercher l'énième carte de l'espace détenue par les méchants. Sérieusement Star Wars. Mais ça intervient à la fin de l'épisode 2, pas du pilote. Parce que le pilote, il a pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Faut introduire les nouveaux méchants, les personnages de Star Wars Rebels, rappeler qu'Ezra et Thrawn ont disparu et qu'Ahsoka aime beaucoup croiser les bras depuis qu'elle ne fait plus confiance à personne. Mais limite, je trouve le cas d'Andor encore pire. Et avant que vous ne ralliez, bien sûr que je kiffe Andor. C'est de loin la meilleure série Star Wars, c'est fort, c'est politique, c'est souvent très beau, mais je suis désolé, son début est très laborieux. Et c'est même pire qu'Ahsoka, parce qu'il faut attendre la fin de l'épisode 3 pour que Andor parte en mission avec Lucen, le personnage de Stellan Skarsgård. La série essaie de filouter et de noyer le poisson, mais on n'est pas dupe, même quand elle crée un mini suspense à la fin de l'épisode 2, quand Lucen débarque et qu'Andor s'apprête à prendre une décision qui va changer sa vie. Lui qui n'a toujours pensé qu'à sa gueule et à se protéger de l'Empire, il va devoir apprendre à se battre pour des idéaux. Mais la décision, il l'a pas encore prise. Et même si les premiers épisodes construisent des sous-intrigues qui auront une belle conclusion vers la fin, le protagoniste en lui-même n'est pas engageant, parce qu'il n'est pas le vrai moteur du récit. D'une certaine façon, j'ai envie de dire que c'est un peu volontaire de faire de Cassian Andor un héros passif qui apprend à devenir actif, mais ça n'enlève en rien à la maladresse de cette introduction. Et en soi, ce n'est pas un drame que la fin de l'acte 1 n'intervienne pas dès le premier épisode. Mais s'il faut prendre du temps pour son world building, il a intérêt de mettre en valeur le fonctionnement de cet univers et les tensions qui le régissent. Faut déjà qu'on perçoive des enjeux et du conflit. Et là encore, ça peut se justifier parce que la série existe en sandwich avec d'autres séries et films et qu'on est censé avoir le bagage émotionnel qui va avec. C'est exactement avec la même stratégie qu'Amazon a abordé Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et vous savez quoi ? Ils sont tout autant plantés en balançant 2 épisodes d'un coup parce que le pilote raconte Walou. Un peu dommage pour la série la plus chère du monde qui prétendait redéfinir l'univers de Tolkien. Mon deuxième argument, vous l'aurez sans doute deviné, c'est la manière d'appréhender les 2 autres nœuds d'intrigue, qui se retrouvent souvent bâclés. Et honnêtement, ça en devient carrément drôle dans le cadre des séries Marvel, qui se limitent presque toutes à une durée arbitraire de 6 épisodes. Donc en gros, si je reprends avec tout ce que je disais plus tôt, le schéma est assez simple. Vous faites chier sur les 2 premiers épisodes parce qu'un personnage met des plombes à s'investir dans son aventure. À l'épisode 3, vous avez un midpoint soit évident, soit décevant, et vous savez que l'épisode 4 sera de loin le plus intéressant de la série parce que c'est le moment où le low point débarque et que ça va vous réveiller de votre torpeur. Et oui, je pense pas mal à Falcon et le Soldat de l'Hiver quand John Walker assassine quelqu'un avec le bouclier de Captain America. Le symbole est souillé, c'est triste et c'est de loin l'image la plus intéressante de cet encéphalogramme plat. Mais l'exemple le plus catastrophique dans le domaine, c'est bien sûr Secret Invasion, où l'épisode 3 voudrait nous retourner le cerveau en tuant Gaïa, et que la femme de Nick Fury pourrait le trahir. Alors sur le papier, pourquoi pas ? Sauf que ce genre de midpoint, faut l'avoir construit sur le temps pour qu'on en ait quelque chose à faire. Quand tu tues l'une de tes actrices principales à mi-parcours alors qu'on ne l'a jamais vue avant chez Marvel, on se doute bien qu'elle n'est pas vraiment morte. Ça a la fonction d'un midpoint, mais ce n'est pas un midpoint. Pareil pour le fait de transformer en traître un personnage qu'on connaît depuis 1 épisode et demi. Oui, Nick Fury a une longue vie avec Sago Skrull, mais pas nous en fait. Et alors l'épisode 4, là c'est le caviar de la loose. Je passerai sur la mise en scène abominable de ce bout d'autoroute tout triste et plat dans la prairie et sur l'absence de build-up visuel de ses enjeux. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que Talos meurt dans un vieux champ contre champ tout pourri. Et là je dois me dire, mais attends, c'est qui Talos déjà ? C'est le Skrull gentil de Captain Marvel, qui est joué par Ben Mendelsohn. Voilà. Et là réside le problème principal. Marvel et Star Wars se reposent tellement sur la connaissance supposée des gens pour leur univers qu'ils ne font aucun effort pour donner un poids émotionnel aux événements en cours. Donc non seulement la mort de Talos est assez attendue, puisque c'est le dernier pote qui reste à Nick Fury, mais elle ne semble pas du tout méritée par la série en elle-même.
Là encore, les midpoints et low points ne sont jamais lourds à porter pour les personnages, parce qu'il faut bien garder des cartouches pour la fin. C'est logique qu'Obi-Wan affronte une première fois Dark Vador à l'épisode 3 et qu'il perde, mais ce midpoint ne fait que repousser artificiellement l'échéance du grand final. Et le piège dans lequel est tombé Obi-Wan, d'autres séries ont essayé de s'en détourner très maladroitement. S'il faut limiter l'utilisation de l'antagoniste pour le dernier épisode, et bah le mieux c'est encore de créer un autre méchant temporaire, comme si c'était pas assez le bordel et bourré de personnages superficiels. Dans Hawkeye, il faut se taper Echo avant de pouvoir en arriver au Caïd, et Falcon et le Soldat de l'Hiver n'a rien de mieux comme midpoint que de sortir de son chapeau les Dora Milaje du Wakanda, juste parce qu'elles veulent récupérer Zemo. I understand nothing. Mais pour moi, la plus grosse des sauces, ça a été Miss Marvel, qui franchement démarrait pas trop mal, et était même plutôt bien adapté au format sériel sur Disney+. C'était plus humble que les films en termes d'échelle, et c'était plutôt rafraîchissant de suivre une jeune ado fan des Avengers qui apprend à vivre dans cet univers. Sauf que Miss Marvel ne sait pas trop sur quel pied danser, et au début elle est surtout traquée par l'espèce de nouvelle police des super-héros, qui en plus a quelques préjugés parce qu'elle est musulmane. Un postulat plutôt intéressant qui aurait pu permettre à la jeune héroïne de questionner son identité et la place dans ce monde. Mais non, pour ça, il faut convoquer des djinns qui veulent retourner dans leur dimension, et oh comme par hasard, l'une d'entre elles est l'arrière-grand-mère de l'héroïne. Ça bâcle une origin story qui aurait pu être joliment traitée, et ça n'occupe que 3 épisodes, avant que les méchants flics ne redeviennent le centre de l'attention dans le climax. Et vous savez quoi? Ça m'en amène à mon 3e point. Comme Miss Marvel n'a pas vraiment le temps de traiter le passé de la jeune Kamala, la fin de l'épisode 4 opte pour une idée simple. La méchante perce le bracelet magique de l'héroïne, ce qui la renvoie en Inde en 1947. Ça tombe bien puisque ça va permettre de grosses révélations sur son passé, et ça va lui permettre d'évoluer puisqu'elle sera en paix avec son identité. Et ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'épisode 5, où pour remonter la pente avant le climax, le héros a droit à un moment d'introspection. Dans un film, ça peut durer 5 à 10 minutes, mais une série a le temps d'aller plus loin. Et Disney+ aime bien le faire sur un épisode entier, avec quelques astuces. Le mieux, c'est d'en faire un aparté, avec un lieu plus ou moins clos, voire le top du top, une dimension onirique qui oblige le héros à se confronter à ses traumas. Moon Knight est tué et finit dans l'antichambre des dieux égyptiens avant de renaître. Loki est tué et finit dans les limbes où il rencontre d'autres de ses variants avant de s'échapper. Et attention, vous n'allez pas la voir venir, Ahsoka est tuée, finit dans le monde entre les mondes et profite d'un ultime entraînement avec Anakin Skywalker avant de revenir à la vie. Vous l'aurez compris, c'est très artificiel et ça sert une fonction évidente. Soit c'est l'occasion de plaquer tous les twists auxquels la série s'est péniblement raccroché, soit c'est le festival du fanservice. Et je dis ça en ayant trépigné sur mon siège comme un gosse pendant l'épisode 5 d'Ahsoka. Mais même quand il n'y a pas de faille spatio-temporelle, les personnages sont plus chill, et si c'est des super-héros, c'est là qu'ils obtiennent leur nouveau costume pour bien montrer qu'ils ont changé. Quand on y réfléchit, c'est même uniquement ce qui justifie l'existence de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Mais là encore, je ne peux pas passer à côté de Secret Invasion et de la séquence finale de l'épisode 5 où Nick Fury met un tout nouveau manteau et un cache-œil comme s'il mettait le bas de costume. Ça n'a aucunement sa place, mais les mecs arrivent quand même à le caler au chausse-pied. Et vous savez quoi? Même quand les séries s'éloignent de ce modèle, elles y reviennent quand même. Meilleur exemple, le livre de Boba Fett, qui d'ailleurs a 7 épisodes au lieu de 6. Pour le coup, Boba Fett choisit une démarche un peu différente, puisqu'elle gère via des flashbacks réguliers l'histoire de Boba après le retour du Jedi et fait le raccord avec le présent. Donc l'introspection habituelle de l'épisode 5 est dispatchée sur toute la première moitié de saison. Mais du coup, avant le climax, il n'y a rien à faire, et c'est pourquoi il cale 2 épisodes consacrés au Mandalorian, qui servent autrement d'aparté avant la grande bataille. Et puis quitte à se foutre de la gueule du monde, autant faire durer le plaisir. Cela dit, mon but n'est pas juste de jouer à un jeu des 7 différences, et je suis surtout triste que les séries les mieux produites d'Hollywood consacrent aussi peu de temps au peaufinage de leur écriture. D'autant qu'à ses débuts, Disney+ faisait plutôt rêver. WandaVision était une mise en abîme réfléchie du format sériel pour refléter le traumatisme de sa protagoniste, et The Mandalorian promettait d'explorer un nouveau pan de mythologie varié grâce à son personnage dont la profession de chasseur de primes lui permet de voyager et de remplir divers objectifs. Mais les séries sont devenues aussi forcées que leur structure en 3 actes. Il faut bien remplir le catalogue de la plateforme, combler le vide des univers et exploiter le plus régulièrement possible ces franchises comme une nappe de pétrole. Et finalement, la stratégie n'est pas si payante, car les séries demandent un coût conséquent qui n'attire pas forcément les abonnés. Andor, Miss Marvel et Secret Invasion sont considérés comme des crashs par Disney. Et la saison 3 de The Mandalorian a enregistré une sacrée chute d'audience par rapport aux 2 premières. La preuve qu'il ne faut peut-être pas trop rusher ses scénarios sous peine d'arriver trop vite au 3e acte. En revanche, à écran large, on entame notre nouvelle saison grâce à vous qui nous soutenez. Déjà en likant et en partageant cette vidéo, mais aussi en vous abonnant au site d'Écran Large, qui vous donne accès toutes les semaines à des dossiers exclusifs sur des films super variés. Le lien est en description et je vous dis à la prochaine. Ciao!
Ciao.